Kia ora, comme on dit en Nouvelle-Zélande. Good day en Australie. Bienvenue dans le premier épisode du podcast Nouvelle-Zélande et Australie, voyage au bout du monde avec Antipode Travel. Je m'appelle Sandrine et j'habite en Océanie depuis plus de 20 ans. J'ai créé ce podcast pour aider les voyageurs à préparer leur séjour en Nouvelle-Zélande et en Australie. Dans chaque épisode, je vous fais découvrir une région, je vous emmène hors des sentiers battus et je partage avec mes invités l'actualité de ces deux destinations. L'objectif de ce podcast, c'est vous conseiller pour profiter au mieux de votre séjour au bout du monde. Ce premier épisode est consacré à la Nouvelle-Zélande, Aotearoa en maori, le pays du long nuage blanc. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Johan, photographe et guide, cofondateur d'Antipode Travel, et mon mari. On a choisi de vous parler de la région de Dunedin, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, où on habite avec nos enfants depuis près de 20 ans. Alors pourquoi cette région? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Quels sont les lieux à ne pas manquer? Vous en saurez plus et j'en suis sûre, vous aurez envie de venir nous rencontrer. Dans chaque épisode, on parle d'animaux natifs et aujourd'hui, on a choisi Vous en saurez plus si vous écoutez la fin de l'émission. Dans ce podcast, je vous donne aussi des conseils pratiques et réponds aux questions de nos clients. Aujourd'hui, quelle est la meilleure saison pour visiter la Nouvelle-Zélande? Le mot du jour, tramping. Pour terminer, notre activité coup de cœur en Nouvelle-Zélande, l'atelier photo nature de Johan à Dunedin. C'est parti pour ce premier épisode. Merci beaucoup Johan d'avoir accepté d'être l'invité de ce premier épisode consacré à la Nouvelle-Zélande. Merci de m'avoir invité. C'est chouette de t'avoir à mes côtés parce que on va parler d'une région où on habite depuis plus de 20 ans. C'est la région de Dunedin, dans l'Otago, dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Alors, on n'est pas vraiment tombé amoureux de ce lieu au départ. On l'a aimé petit à petit. Moi surtout, la première fois où je suis venu, on ne se connaissait pas encore. On est tombé sur une tempête ce jour-là et je me suis dit jamais je viendrai vivre ici. Ça a duré une journée ou deux, on n'est pas resté très longtemps et je me suis dit non, voilà. Oui, moi j'avais aussi une idée un peu préconçue quand j'habitais à Auckland au tout début de mon arrivée ici. Et je me disais, oh là là, Dunedin, c'est bien tout au sud, là, tout au sud de l'île du Sud. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Et puis tout le monde nous disait, oh, il fait froid, il n'y a pas un bon climat à Dunedin. Donc c'est vrai que la première impression n'était pas... Enfin, la première idée du lieu n'était pas forcément bonne. Mais en fait, en y vivant, je crois qu'on ne vivrait pas ailleurs. Ce serait assez difficile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'atouts ici. En fait, il ne fait pas si froid que ça d'abord. Et en plus, il y a beaucoup d'autres endroits où il fait plus froid, je pense, que Dunedin en Nouvelle-Zélande. Et ça, ils ne le disent pas. C'est vrai. Et par exemple, à Auckland, il pleut beaucoup plus Et qu'ici. ça, ils ne le disent pas. On a un petit peu de temps en temps de la neige, mais très rarement. Mais sinon, c'est des températures qui sont tout à fait correctes. Mais bon, c'est pas des grosses chaleurs. On est quand même dans le sud de l'île du Sud. On est dans le sud de l'île du Sud, puis on est proche de l'océan, donc c'est quand même pas un climat trop continental, trop froid en hiver, ni trop chaud en été. C'est plutôt agréable toute l'année, quoi. Dunedin, c'est une ville de 120 000 habitants avec 20 000 étudiants. C'est un grand centre universitaire avec la première université du pays. Et donc, c'est le côté dynamique que je trouve qu'on retrouve ici avec tous ces jeunes. Alors, c'est assez marrant parce que même en hiver, on les trouve en tongs et en short. Ouais, je me demande si des fois ils font pas des concours pour être habillé le plus légèrement possible, alors parfois il neige ou il y a des températures en dessous de zéro. Mais ouais, ce sont les étudiants. Ouais, c'est vrai qu'on les aime bien. Et comme m'avait dit un jour un Néo-Zélandais qui habite ici, il m'a dit on est très content quand ils rentrent chez eux quand c'est les vacances, mais on est très content de les voir revenir aussi, parce que c'est vrai qu'ils apportent de la jeunesse et de la vie à cette ville assez éloignée du reste du pays. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'université est un bâtiment qu'on conseille de visiter. Le campus est très sympa avec il y a vraiment une architecture à Dunedin qu'on trouve pas finalement dans beaucoup de villes en Nouvelle-Zélande, avec des églises, avec la gare qui est un des bâtiments les plus photographiés dans le pays. Alors bon, malheureusement, il n'y a quasiment plus de trains, c'est que des trains de marchandises, mais c'est un endroit très agréable à visiter.
Oui, il n'y a pas seulement les monuments dont tu cites, hein, l'université ou la gare, il y a aussi dans la ville d'anciens bâtiments qui datent de l'époque où la ville était très prospère. Il y avait des banques qui étaient très importantes et ces bâtiments sont restés et elles ont dû cacher. Et quand je traverse la ville avec mes groupes, c'est souvent la réaction qu'ils ont, c'est que c'est un endroit qui a du charme, quoi. Contrairement à d'autres villes du pays qui ont l'air peut-être un peu trop modernes ou trop jeunes, il y a un petit peu plus d'histoire au niveau architectural à Dunedin. C'est vrai que c'était une ville qui a été la plus importante du pays à un certain moment, pendant la ruée vers l'or qui a lieu dans le Central Otago. Et donc on a voilà, des banques, hein. C'était le lieu le plus riche du pays. Ah ben oui, ça a duré quand même quelques décennies et puis c'est un peu décliné au début du XXe siècle. Et maintenant, la richesse de Dunedin, enfin, c'est l'université et puis la nature. Tout à fait, on va y venir. Et c'est vrai que pour la petite histoire, dans les bureaux d'Antipode Travel, qui sont au centre de la ville, donc à côté de l'Octagone, on est dans un bâtiment qui était une ancienne banque. Et dans notre cuisine, on a un très gros coffre où bon, on n'a pas les clés, mais voilà, c'était là où ils rangeaient certainement l'argent et l'or qu'ils avaient trouvé. Donc voilà, mais il n'y en a plus, hein, je crois pas. Je sais pas, mais en tout cas, la porte, elle est extrêmement lourde et je pense que c'est impossible de percer ça, même si c'est très très vieux. Alors, comme tu le disais, une ville donc étudiante avec des bâtiments intéressants, une architecture. Il y a aussi des cafés, enfin la scène gastronomique est bien développée. Il y a par exemple nous, allez on va dire nos coups de cœur pour les restaurants. Moi c'est en tout cas le Moietti. Ah, bah j'allais le dire. On n'est pas allé ensemble peut-être. Alors Moietti c'est voilà un petit restaurant où c'est un menu unique qui change régulièrement, qui est au centre près du jardin chinois. Et c'est une cuisine, on va dire, fusion, c'est-à-dire un mélange un peu de cuisine française, de cuisine asiatique et du Pacifique. Un autre coup de cœur? Mais non, mais pour revenir sur le restaurant, moi ce qui m'étonne, je dois dire, j'aime pas trop les restaurants où c'est des menus un peu uniques, on est un peu imposé. Euh, mais là, à chaque fois, je découvre des saveurs que je n'imaginais pas et c'est toujours des bonnes surprises. Il y a un plat en général qu'on aime un peu moins que les autres, mais souvent il y a des belles découvertes. Ouais. C'est vrai, moi par contre j'aime beaucoup les plats uniques, comme ça j'ai pas à choisir. Un autre coup de cœur pour les restaurants, c'est le restaurant Titi qui se trouve dans l'hôtel Saint-Clair sur l'Esplanade. Pareil, c'est un repas unique et c'est aussi des saveurs délicieuses. Il y a notamment du mutton bird qui est un plat qu'on ne trouve pas souvent sur les menus des restaurants. Ouais, le mutton birds, en fait, c'est un oiseau, c'est le puffin qui est uniquement chassé par les Maoris. Donc, c'est un plat effectivement assez étonnant, très, très fumé, assez salé quand il est mal cuisiné. S'il est bien cuisiné, ça a beaucoup de goût. Ouais. D'ailleurs, le nom du restaurant Titi, Ouais, c'est c'est le le nom nom maori Maori de du mutton puffin. du Ouais, puffin. exactement. Plus joli, hein, Titi que puffin quand même. Oui, oui, plus appétissant peut-être, oui. Et ce restaurant se trouve sur l'esplanade de Saint-Clair, qui est un quartier de Dunedin qu'on aime particulièrement. Donc, au bord de la mer, une grande plage de sable fin, avec des surfeurs. Alors attention, hein, l'eau n'est pas très chaude. Hein, Ben, c'est-à-dire qu'on est assez bas, c'est vrai, dans le Pacifique. Il y a un courant qui remonte qui n'est pas très 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 chaud non plus. Et c'est vrai qu'en été, 16 degrés, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'il y a des années où ça a frôlé les 17 en plein été. Ouais, c'est pas très chaud, non. Alors on y va, c'est vrai, mais on a une combinaison bien, bien épaisse pour pouvoir en profiter, mais on y va régulièrement en été. Mais en tout cas, c'est une plage réputée pour le surf. Et puis, ce qu'il y a au bout de l'esplanade, il y a une piscine d'eau de mer chauffée qui est ouverte uniquement en été, à peu près d'octobre à avril. Et ça, c'est génial. On se baigne et puis on a la mer tout autour et les surfeurs à côté. C'est vraiment un atout pour la ville. Ça, c'est le quartier de Saint-Clair. Oui, et puis c'est l'un des rares endroits en fait de la ville où on est euh, aussi proche de l'océan, parce qu'une autre partie de la ville quand même c'est un peu portuaire, on a moins l'occasion de se balader au bord de l'eau, mais je veux dire on est tout en étant en ville quoi.
Et si vous êtes à Dunedin et qu'il fait un peu froid ce jour-là, n'hésitez pas à aller au musée d'Otago, c'est gratuit. Et puis il y a une petite contribution pour aller au Tropical Garden où vous pouvez voir les papillons. Et là, c'est ambiance tropicale. Et il y a aussi un autre musée à voir, c'est le musée des colons, qui est un musée aussi, il est gratuit. Le Toitu. Le Toitu, il est tout en longueur et il a été refait assez récemment, il est assez moderne et franchement, il est intéressant même si on n'est pas passionné d'histoire. Et Johan, toi, tu es guide et photographe. Alors, quels seraient un petit peu tes bons plans pour voir la ville depuis le haut? Alors, j'ai deux points de vue en tête qui sont relativement faciles d'accès en voiture. Il y a Signal Hill qui donne juste au-dessus du port. Là, on voit bien le centre-ville, mais on ne voit pas bien la péninsule. Pour ça, il faut aller à l'autre point de vue, c'est le mont Cargill. Alors, c'est un peu plus difficile d'y aller, c'est-à-dire que c'est pas forcément bien indiqué, mais il faut avoir un plan. Et quand on arrive là-haut, on est vraiment bien haut, on est à peu près à 600 mètres d'altitude. Et là, on voit non seulement la ville, mais toute la péninsule et toutes les montagnes qui sont dans le coin. C'est un point de vue magnifique, par beau temps. Il vaut mieux vérifier, en fait c'est simple, quand vous êtes à Dunedin, vous voyez il y a une grande antenne sur ce sommet. Si l'antenne, vous ne la voyez pas, c'est que c'est dans les nuages, alors il ne faut pas y aller. Il ne faut vraiment pas y aller, parce que le temps là-haut, c'est extrêmement différent de ce qu'on peut avoir en ville. Il peut faire très très froid là-haut, alors que en ville, on est plutôt sous le soleil. Donc méfiance avant d'y aller. Et puis ce qui est mieux, c'est aussi d'y monter à pied. Il y a un beau sentier de randonnée, il faut à peu près pratiquement 2 heures pour y monter. Oui, à peu près. L'endroit s'appelle, où on se gare, c'est Bethuns Gully. Oui, il y a à peu près 500 mètres à gravir, hein. C'est un très beau chemin dans la forêt, d'abord une forêt plantée, puis une forêt native, et après on sort du bush, et là on a une vue petit à petit de plus en plus belle, jusqu'à arriver au pied de l'antenne, où alors là c'est un panorama à 360 degrés, magnifique. La marche, on connaît à Dunedin parce qu'il y a un autre endroit dont on n'a pas parlé, qui est Baldwin Street, la rue la plus pentue du monde. Oui, et c'est vrai qu'à chaque fois que je le mentionne, que j'y passe avec mes groupes, on me dit « Ah bon, c'est pas à San Francisco ?» Ben non, la rue la plus pentue du monde, elle est officiellement dans le livre des records, c'est Baldwin Street qui est dans le quartier de North East Valley. Elle est vraiment, vraiment raide. Et contrairement à celle qui est à San Francisco, elle n'est pas en zigzag, elle est en ligne droite. Alors on la voit bien du bas. Elle est très courte, hein, elle est vraiment très courte, et c'est un cul-de-sac aussi. Je vous recommande pas de le faire en voiture. Il y en a qui le font, mais c'est gênant par rapport au voisinage, et puis ça peut être un petit peu dangereux quand même. C'est délicat de faire demi-tour en haut, donc il vaut mieux le faire à pied. Et c'est vrai, quand on monte, on se dit « Ah oui, c'est ça, ouais, Oui, c'est pas très oui. pentu », et puis au bout d'un moment, Ah ouais. on se rend compte. On est vite essoufflé. Mais il y a une petite fontaine en haut, s'il y en a soif. Et on dit toujours à nos clients, si vous montez Baldwin Street, vous devez nous envoyer une photo comme preuve. Sinon, on ne vous croira pas. Alors, on a parlé de Dunedin et l'intérêt de venir dans la région, c'est bien sûr aussi de visiter la péninsule d'Otago, qui est donc cette bande de terre qui est... Pour aller jusqu'au bout de la péninsule, il faut à peu près 45 minutes en voiture depuis le centre-ville. Hein, donc il ne faut pas sous-estimer les distances pour y aller. Et là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi d'habiter ici. C'est vraiment, on dit que Dunedin est la capitale nature du pays. Oui, en fait, nature, je dirais, en anglais, c'est la wildlife capital. Je dirais que c'est la capitale des animaux. On trouve pas forcément des forêts sur la péninsule parce que il y a pas mal de fermes encore, donc il n'y a pas beaucoup de végétation native, mais il y a beaucoup d'animaux. Et très bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus. Alors qu'est-ce qu'il y a comme animaux qu'on peut trouver sur la péninsule? Alors sur la péninsule, on va trouver d'abord beaucoup d'oiseaux marins parce que c'est une pointe qui va vers l'océan. On trouve, la péninsule est connue pour ses albatros. Il y a une colonie, la colonie des albatros royaux, qui s'est installée là il y a un petit siècle, et la colonie prospère. C'est vraiment des géants qui planent à merveille au bout de la péninsule. C'est très beau à voir. Ça, c'est l'oiseau roi. C'est l'oiseau emblématique, d'ailleurs. d'ailleurs. Emblématique de la ville, hein, ouais, bien sûr. Il me semble même qu'une partie de l'aéroport, les
poteaux qui soutiennent sont en bec, enfin représentent un bec d'albatros. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'amusant quand les jeunes albatros reviennent de mer et retournent sur leur colonie. On sonne les cloches à Dunedin. Ah oui, c'est un événement, hein, tous les ans, c'est un peu célébré. Et puis il y a aussi des webcams, on peut regarder, il y a une webcam au moment de la nidification, on peut suivre les parents qui s'occupent du petit. Enfin, d'abord, il y a l'œuf, hein, puis après, il y a les petits qui sortent de l'œuf, et on peut suivre leur évolution. Et puis ça dure longtemps, hein, parce que les petits, quand même, ils restent 9 mois hein, au nid. Hein. C'est pas des poussins, des canards ou des poules. Hein. Alors, à part les albatros, qu'est-ce qu'on peut trouver comme Alors, animaux? les oiseaux, encore chez les oiseaux, ce sont les manchots. On a 2 espèces de manchots ici à Dunedin. Le manchot aux yeux jaunes, qu'on appelle aussi manchot antipode, qui est un manchot qui est relativement rare et en danger. On le trouve qu'en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a le plus petit de tous les manchots du monde, c'est le manchot pygmée, que les Anglais appellent Blue Penguin ou le Fairy Penguin aussi. Ils ont différents noms en fonction du pays parce qu'on le trouve aussi en Australie. Eux, ils sont moins vulnérables que l'autre espèce de manchot que j'ai mentionné. Donc à part les oiseaux de mer, on trouve aussi des mammifères marins. Bon, on peut voir des dauphins et des baleines, de plus en plus aussi. C'est vrai qu'au début qu'on Mais était là, on n'en voyait on n'en pas. voyait quasiment jamais. Et là, je regarde un peu, je m'intéresse un peu à ça, donc je vois qu'il y a des passages de plus en plus fréquents. Et puis ce qu'on voit très 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 régulièrement, ce sont les otaries et les lions de mer sur les très belles plages de la péninsule. Et puis sur la péninsule, il y a aussi de jolies balades à faire. Alors côté sud plutôt, qui est plutôt réservé à la balade, aux animaux, alors que côté nord, c'est un peu plus construit. Voilà, mais on trouve de jolies balades assez courtes, mais parfois très difficiles parce qu'il y a certaines. Ça monte. Ça monte et c'est beaucoup de sable. Donc il y en a une en particulier, il y a quand même presque 200 mètres à grimper dans le sable. Et c'est une tuerie, comme on dit. Oui, en tout cas, pour visiter cette région, on recommande vraiment d'y rester 2 jours, 2 nuits, en tout cas, parce que voilà, que ce soit à la fois la ville, il faut bien une journée, et puis la péninsule, une autre journée. Donc pour loger, mais vous avez 2 choix. Soit vous êtes en effet logé dans la ville, on propose plusieurs types d'hébergements, que ce soit des chambres d'hôtes, des hôtels ou des appartements. Ou alors sur la péninsule d'Otago, il y a moins de choix, mais on a quand même des petits bed and breakfast, des petits cottages. Et puis il y a le Larnac Castle qui est un château, on va dire, plutôt une grande demeure où on peut en loger également. Donc voilà pour les choix d'hébergement, mais bien sûr, on vous conseillera en fonction de vos souhaits et puis de votre budget, comme on le fait pour tous nos itinéraires dans tout le pays. J'aurais un petit coup de cœur à mentionner par rapport à Dunedin. Il y a une toute petite île qui s'appelle l'île de la Quarantaine dans la péninsule d'Otago, qu'on peut accéder en kayak ou en bateau. Et d'ailleurs maintenant avec le développement des pistes cyclables, on peut même faire une boucle qui part de Dunedin, qui va sur la péninsule d'Otago. Ensuite on prend un ferry qui vous amène sur l'île, vous passez un petit peu de temps sur l'île, et ensuite vous pouvez repartir de l'autre côté et faire toute une boucle en vélo. Donc c'est un moyen de locomotion qui s'est développé ces dernières années avec des belles voies cyclables. Et Ça, puis, il faut qu'on le fasse. Hein. il faut qu'on le fasse, hein, Ouais. depuis le temps qu'on le dit. C'est-à-dire que cette fameuse piste cyclable, elle est en construction depuis des années, elle est quasiment finie. On peut déjà faire la boucle dont tu parles, mais il manque encore peut-être quelques mois, et puis on pourra le faire. On refera un épisode alors consacré Ouais, à je suis cette d'accord, boucle. je suis d'accord, quand on l'aura fait. C'est ça. Dans ce podcast, on vous donne aussi des conseils pratiques pour visiter le pays. Alors là, on a commencé par une question que nous posent souvent nos clients. Quelle est la meilleure saison pour découvrir la Nouvelle-Zélande? Johan, toi qui guides des clients en Nouvelle-Zélande toute l'année, quelles seraient quand même les meilleures saisons que tu recommanderais pour venir? Ce serait la période la plus chaude, c'est-à-dire, on va dire, d'octobre à avril, qui correspondrait à printemps, été, et puis un peu d'automne dans l'hémisphère sud. Puisque les saisons sont inversées Ouais. par rapport à l'Europe. Oui, est-ce qu'on peut quand même venir en hiver? Ah oui, on peut venir en hiver. Donc l'hiver, on va dire on va dire juin, juillet, août, septembre. Voilà, ouais, ça c'est les mois les plus froids, mais bon, c'est aussi les mois où les journées sont les plus courtes. C'est ça qu'il faut garder en tête, parce que le pays est très beau, il y a beaucoup d'endroits qui sont ensoleillés même en plein hiver, notamment dans notre région. Il y a des belles lumières toute la journée.
En revanche, c'est vrai qu'il fait nuit à 5h, 5h30. Faut y penser quand on a un planning chargé, que à partir de 6h, on verra, 5h30, on verra plus rien, quoi. C'est ça, et puis avec le climat aussi, il peut y avoir des routes qui sont fermées. Il peut y avoir donc des détournements, ça arrive. C'est pour ça qu'on offre une assistance 7 jours sur 7 si les gens ont des problèmes sur place. C'est vrai que ça peut arriver en hiver. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, la meilleure saison, c'est entre octobre et avril. Mars, ce serait un petit peu mon mois préféré. C'est hors vacances scolaires et on a encore du très beau temps. Oui, et aussi les couleurs, que ça commence à devenir un peu automnal, donc c'est un peu plus chaud, on voit quelques arbres qui commencent à changer un peu de couleur. Donc mars aussi, je suis d'accord, c'est un joli mois pour voyager. Mais Johan, il faut être honnête, que vous veniez en automne, au printemps, en été, en hiver, il faut quand même s'attendre à toutes les saisons dans une journée, hein. On dit qu'on peut avoir les 4 saisons dans la journée, c'est vrai. Donc prévoyez toujours un t-shirt, une polaire, un coupe-vent pour être prêt pour toutes les températures et tous les cas. Oui, surtout en soirée, dès que le vent se lève un petit peu, on a tout de suite les températures qui tombent, donc il faut quand même prévoir, oui. Alors Johan, qui est-ce qui nous parle? C'est l'otarie à fourrure de Nouvelle-Zélande. Alors, c'est l'un de ces mammifères marins qu'on peut observer dans la région aussi à Dunedin, mais qu'on peut retrouver presque partout autour du pays. C'est un mammifère assez commun, hein. La première fois qu'on les voit, on est absolument fasciné parce que on n'a quand même pas l'habitude de voir des otaries du côté de la France, mais au bout d'un moment, en fait, on se rend compte qu'il y en a un peu partout. Mais ça reste quand même assez fascinant de les regarder. Jouer, à crier, à se balader sur les rochers. Ouais. Un des endroits où j'ai vraiment adoré les observer, c'est aussi à Kekura, sur la côte est de l'île du Sud, et notamment, c'était en janvier, je crois, où il y avait tous les petits. Oui, et j'ai eu la chance d'y retourner depuis, et je me rends compte que finalement, je crois que depuis qu'il y a eu un tremblement de terre en 2016 dans la région, il y a donc une partie du fond marin qui s'est surélevé, mais je crois que ça fait encore plus d'habitat possible pour ces mammifères marins qui viennent se reposer à terre après avoir chassé la nuit. Et il y a des endroits au bord de la route, ce sont des centaines et des centaines et des centaines d'otaries, c'est incroyable. Et à l'époque des petits, certains bassins naturels, ils accueillent mais des dizaines de ces petits qui batifolent dans l'eau. C'est incroyable, c'est un spectacle assez étonnant et elles sont vraiment, vraiment au bord de la route. Les petits naissent en décembre-janvier, ils vont téter jusqu'à l'âge de 10 mois environ. Et après, ils seront autonomes. Ce sont des animaux qui chassent plutôt la nuit. Et en fait, la journée, quand on les voit sur Terre, ils se reposent plutôt. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas les embêter, il ne faut pas s'approcher. On recommande une distance d'approche de 10 mètres ou plus proche, même parfois 20 mètres. Ils sont un petit peu craintifs quand même. Et leur élément, c'est quand même l'eau. Ils sont très habiles dans l'eau, mais vraiment très très habiles. Sur Terre, ils sont un petit peu pâteaux. Donc, ils sont un peu plus craintifs. Faut leur laisser de la place. Vous pouvez les observer facilement à distance, même sans jumelles, et faire des photos sans aucun problème. Mais il faut quand même se méfier quand il y a des petits. Les femelles peuvent être un petit peu agressives quand même. Et il est possible de nager avec les otaries. Il y a un prestataire qui le propose notamment à Kekura, si vous êtes passionné. C'est vrai qu'ils sont très très élégants quand elles sont dans l'eau. Et sur Terre, en fait, on les trouve plutôt sur les rochers, hein. Alors c'est vrai, elle favorise les rochers. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident hein, de ramper, de se déplacer sur la roche. Et quand on est dans le sud de la Nouvelle-Zélande, on trouve un autre animal très, très semblable, c'est son cousin, qui lui se repose sur le sable, et c'est le lion de mer. Mais à distance, on pourrait les confondre. Mais si vous les observez bien, on se rend compte que le lion de mer est quand même plus gros. Mais c'est rigolo parce que chacun a son terrain. Il y en a un qui est sur le sable et l'autre qui est sur les rochers. Et pour les distinguer, on peut noter que l'otarie a un museau beaucoup plus pointu que le lion de mer. Ça, c'est un autre élément. C'est vrai pour l'espèce de Nouvelle-Zélande, oui. Le lion de mer de Nouvelle-Zélande, il a un museau un petit peu plus, comme un chien boxer, un petit peu aplati. Il a une tête un peu plus carrée aussi.
Et on ne le trouve vraiment que dans le sud du pays. Tramping. Johan, ça te dit d'aller faire du tramping ce week-end? Ah oui! Alors, qu'est-ce qu'on va faire en faisant du tramping? C'est un mot que vous allez certainement rencontrer lorsque vous allez voyager en Nouvelle-Zélande. Tramping, c'est le mot pour randonnée. C'est plutôt randonnée un peu plus difficile, on va dire. C'est pas une balade, quoi. Non, une balade, ce serait A walk. Ouais, ce serait voilà. Mais quand on va sérieusement, on met ses chaussures de randonnée, on va faire du tramping. S'il y a un endroit en Nouvelle-Zélande où il ne faut pas oublier son appareil photo, c'est bien Dunedin et la péninsule d'Otago. Mais il faut encore savoir bien se servir de son appareil photo. Eh bien, c'est le coup de cœur de ce premier podcast, l'atelier photo qu'organise Johan chez nous à Dunedin. Et Johan, comme tu es mon invité pour ce premier épisode, j'ai sélectionné cet atelier photo que tu organises ici. Alors, bien, merci. Mais je t'en prie. Eh bien, merci, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, la photo. Et comme tu le dis très bien, Dunedin, c'est vraiment l'endroit où on peut pratiquer la photographie nature. Et il commence dans notre bureau, près de l'Octagone, en petits groupes, à peu près 5 personnes maximum. Et on peut le privatiser, bien sûr. Alors, tu peux nous raconter un peu le déroulement de cette journée? Oui, c'est un atelier qui s'adresse aux personnes soit qui ne connaissent strictement rien à la photographie et qui ont un appareil photo, qui veulent apprendre à s'en servir, et aussi pour les personnes qui veulent progresser. Mais le thème, c'est quand même nature, puisqu'on a Dunedin, on en a parlé, c'est la nature, donc on se focalise là-dessus. On va d'abord passer une petite heure dans nos bureaux à Dunedin, où là je vais expliquer un peu la théorie, les bases, et surtout comment sortir du mode tout automatique, parce que les gens ont une appréhension de passer dans le mode manuel, et je pense que le mode manuel c'est indispensable pour pouvoir en fait contrôler, gérer les effets, enfin ce qu'on veut faire comme photo. Donc après cette théorie, on va sur le terrain et je les emmène sur 2-3 différents lieux où on va mettre en pratique ce qu'on a appris avec des exercices, un peu de critique, et puis là je laisse un petit peu faire aussi l'imagination des personnes qui sont avec moi, et j'ai des belles surprises. Je suis toujours content de voir qu'après quelques heures seulement, il y a vraiment du progrès. Et les gens me remercient parce qu'ils finissent l'atelier en se disant mais tu vois, j'avais peur du mode manuel, et finalement c'est pas si dur que ça, et j'ai progressé aujourd'hui, merci. Ouais, ça donne envie, hein. Moi je ne l'ai jamais fait, peut-être que je devrais m'inscrire. Oui, tu peux. Mais j'ai pas d'appareil photo. J'ai mon mari qui en a des grands, je pourrais te prêter un appareil photo, mais même une journée, même quelques heures, que ça suffit pour progresser. Ouais, c'est vrai. Et puis, de toute façon, même si les gens ne maîtrisent pas complètement leur appareil photo à la fin de cette journée, c'est pas le but de toute façon, je les emmène dans des endroits qui sont vraiment très beaux. Donc quel genre de paysage ils vont pouvoir photographier? Je m'adapte en fonction de la lumière, du temps qu'il fait, mais je privilégie l'océan et la terre, puisque Dunedin c'est au bord de la mer, puis on a des points de vue sublimes, avec un petit peu aussi d'animalier, parce qu'on a des animaux vraiment intéressants dans la région et assez facile d'accès. Donc je profite de faire un petit crochet si on a le temps, pour voir quelques oiseaux ou mammifères marins, et puis pratiquer un peu de la photo animalière. Et à la fin, tu proposes à tes clients de t'envoyer des photos pour les critiquer, c'est ça? Je demande toujours de m'envoyer quelques-unes de leurs plus belles photos de la journée, enfin ce qu'ils pensent être les plus belles, et puis là je fais un retour un peu sur ce qu'ils ont fait pour leur permettre de progresser. Et puis je leur offre aussi une impression de la plus belle de leurs photos. Voilà, ils repartent avec un souvenir concret, une vraie photo qu'ils ont entre les mains. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site internet antipode-travel.com pour toute question et pour vous inscrire à cet atelier. Merci Johan. Merci. Ce premier épisode consacré à la Nouvelle-Zélande se termine. Merci beaucoup d'avoir voyagé en notre compagnie. Vous pouvez retrouver les références de cet épisode dans les notes
Et si vous voulez profiter de l'expertise de Sandrine, de Johan et de toute l'équipe d'Antipode Travel pour organiser votre séjour en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ou pourquoi pas combiner les deux pays d'ailleurs, eh bien rendez-vous sur notre site antipode-travel.com. Ce podcast vous a plu? En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Et puis laissez-nous une petite note ou un commentaire, ça nous aidera beaucoup. À très bientôt pour un prochain épisode.